Parole directe, Mirador, Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche Ebani. Mirador. Bonjour à vous, Dr Ousmane Kaba, bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Première question, forcément à Kumba, sur l'enquête. Oui, Dr Ousmane Kaba avait négocié avec les Chinois avant son départ, il était très avancé. Malheureusement, il est parti à l'Assemblée, ou heureusement. Il est parti à l'Assemblée s'occuper de la législation et après, il y a eu la conclusion de l'accord cadre sur la coopération chino-guinéenne qui prévoyait un prêt prévisionnel de 20 milliards de dollars américains contre recettes minières, disons, contre quelques recettes, parce qu'il s'agit de 2 taxes. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce contrat et les contrats qui en ont découlé, puisque ce contrat avait été examiné à l'Assemblée nationale, pas à votre temps, bien sûr, vous y avez quitté? Non, pas du tout, je n'ai jamais vu ce fameux contrat, mais je sais que pour moi, ce n'était pas un prêt. C'est juste une intention de financement, ce que j'ai dit à l'époque, puisque les financements ne prenaient place que quand les exportations avaient eu lieu. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est même pas un prêt. Qu'il y ait un accord ou pas, quand vous exportez, vous gagnez de l'argent. Si on vous dit qu'on vous paye que ce que vous avez exporté, je ne vois pas l'utilité d'avoir un accord de prêt. Et en plus, les prêts financent des entreprises chinoises qui viennent réaliser les travaux par chez essence, ce n'était pas un prêt. D'accord. Je crois Comment vous qualifiez cet accord avec le recul? Non, même à l'époque, j'avais dit que c'était un abus de langage. Si on vous dit, c'est lorsque vous exportez ce qu'on doit vous donner, on vous prête ça, je ne vois pas quelle est l'utilité. Parce qu'il faut d'abord exporter, n'est-ce pas? Oui. Bon alors, c'est pas... Donc, pourtant le gouvernement à l'époque nous a vendu cet accord comme une recette miracle pour le développement, le décollage économique de la Guinée. C'est un rêve. Écoutez, par contre, ce que moi j'avais négocié, c'était un véritable prêt. Ouais. Alors, vous vous souvenez déjà... Quelle est la différence? Voilà, c'était à l'époque de la transition de M. Dadis. Il y avait eu un accord de 23 milliards, vous vous souvenez? Oui. C'était assez vague. Alors, on l'a abandonné parce que ce n'était pas réaliste. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'en 2011-2012, le prix du fer s'était envolé. À l'époque, la Chine constituait ses grandes réserves stratégiques en fer, la sidérurgie. La Chine est venue ici en Guinée et j'étais chargé des prêts chinois et de la stratégie de la coopération à l'époque. Nous avons discuté à Beijing et moi je les ai dit, écoutez, nous avons du fer. Vous voulez du fer pour votre industrie, donnez-nous de l'argent maintenant. Et c'est en ce moment qu'on a négocié cette fois-ci un prêt, parce que c'était une avance de 23 milliards cash, avec un chèque, avec la Banque de développement de la Chine, à faire valoir sur l'extraction du fer en Guinée pour les 20 années à venir. Et c'était 23 milliards cash cette fois-ci, avec un chèque. Et lorsqu'ils sont venus, j'ai tout fait, personne n'a voulu m'écouter. À l'époque, les gens n'avaient même pas compris que c'était la Chine qui était la première puissance financière. J'ai tout fait. Les Chinois... Sous Dadis? Non, sous Alpha Condé. Il était président de la commission sino-guinéenne. 2011-2012. À l'époque, le prix du fer s'était envolé. Et la Chine avait acheté 60% des minerais de fer du monde. Ils avaient, cette année-là, dépensé 42 milliards de dollars. Et ils étaient prêts à nous donner 23 milliards de dollars cash avant même des accords sur Simandou. C'était la grande chance de la Guinée. C'est la plus grande opportunité qu'on a perdue depuis l'indépendance de ce pays. Et pourquoi ça n'a pas marché? Vous a pas écouté à l'époque? Pourquoi? Je me pose toujours la question. J'ai tout fait. J'ai vu à l'époque le ministre des Finances, c'était Yansane, qui rigolait d'ailleurs. Votre ami d'ailleurs. J'ai vu le premier ministre Saïd Fofana, j'ai vu le ministre du plan Cissé. Ils étaient tous là. J'ai tout fait avec le président de la République. Certainement déjà les gens m'avaient pris en grippe. Vous savez, en Guinée, la subjectivité est maître. Et on a laissé échapper la plus grande opportunité que ce pays a eue en cash cette fois-ci. Donc là, avec ça, on pouvait développer la... C'est vrai que les Chinois prenaient tout le Simandou? Non, une partie. Et on pouvait développer cette fois-ci la Guinée avec nos propres ressources. Bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que quelques années après, on a donné Simandou gratuitement, une partie de Simandou gratuitement à Chinalco, n'est-ce pas? Compte zéro. Ouais. Moi,
C'est extraordinaire. Comment on peut être subjectif ici? Alors que le marché de fer était un marché porteur à l'époque. Vous savez, le marché, c'est une structure dynamique. Et après, le prix du fer a baissé. Voilà. Mais la Chine a été obligée de négocier avec des pays qui avaient des minerais de fer pas de grande ampleur comme la Guinée, pas de grande qualité. Ils ont assuré leur approvisionnement. C'est quand ils ont fini avec les accords, parce que là, c'est ce qu'on appelle les achats à terme. C'est ce que c'est, on se met d'accord sur le prix et la quantité aujourd'hui, on livre plus tard. Sur le marché du fer, c'est des achats à terme. Ouais. Et quand la Chine a fini de s'approvisionner avec les accords à terme, le marché s'est retourné. Parce que la Chine s'est retirée du marché du fer, le prix du fer a baissé. Bien. C'est logique. Bien, et voici donc... Alors, ce qui n'a rien à voir avec cet accord. Avec cet accord bidon-là, qui n'était même pas un accord. Donc, vous qualifierez cet accord de Dupéry, tout simplement. Voilà. Bien. Absolument. Allez, on va s'arrêter là-dessus. C'était donc la mise en train. Donc, vous mettez tout simplement de l'eau à la bouche. On va entrer de plein pied dans cette interview tout à l'heure, dans quelques 5 petites minutes, le temps de penser, de laisser place à nos annonceurs, à nos conseils achats. On revient pour continuer cette interview. La suite avec vous, Talibé Barry. Docteur, on vient de l'apprendre à travers le flash de la rédaction de Film FM. La Banque mondiale décide de mettre une pause au financement de ces projets. Qu'est-ce que cela implique comme conséquence lorsque une telle institution prend une telle décision? Est-ce qu'il fallait s'y attendre dans le cadre d'une période d'exception comme celle-ci? Absolument. Vous savez, lorsqu'on est en transition, les financements extérieurs sont arrêtés. C'est la règle. Ce n'est même pas un jugement sur la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya. C'est lié à la nature du régime que nous avons. Un régime de transition. Tous les financements extérieurs sont arrêtés. Les gens font de l'attentisme. Et c'est la raison pour laquelle il faut se dépêcher de sortir d'une transition. Ce n'est pas du tout un jugement sur la transition guinéenne. Je dirais même que c'est automatique. Lorsque vous êtes en période de transition, les financements extérieurs sont arrêtés. C'est aussi simple que ça. Bien. Mais certains pourraient faire un lien entre ce qu'ils appellent l'évolution poussive de la transition, parce que jusqu'à date, on n'a pas le CNT, on n'a pas la durée de la transition. Donc, ce n'est que quand même de visibilité. Ce n'est que quand même 4 mois après. Et pour certains, si c'était automatique, la Banque mondiale peut-être aurait pu l'annoncer bien avant maintenant. Non, ça l'est. Simplement, tout ne peut pas arriver en même temps. Mais le fait que le CNT n'est pas en place, certainement n'aide pas. C'est clair, à de la visibilité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en période de transition, c'est pourquoi c'est si important de revoir les ressources internes, ce que un gouvernement de transition peut tirer, de ne pas trop compter sur les ressources extérieures pendant la période de transition. Bien, on va rester sous le volet économique de cette interview. On s'intéresse à présent au budget 2022 du gouvernement de transition à Kumba. Oui, Monsieur le Président, le gouvernement de transition a décidé de mettre un budget en place. On sait qu'on est dans une situation d'exception, mais ce budget est mis en place à une période qui a été précédée par le processus de dédoublement des recettes que vous aviez qualifié de sorcellerie. Bien entendu. Ici, le gouvernement a pris des avances, à ce que je sache, et l'actuel compte mettre en place un budget fonctionnel. Dans un premier temps, est-ce que vous pensez que cela est réaliste, ou est-ce que vous pourriez avertir les Guinéens sur les possibles difficultés qui pourraient intervenir dans la mobilisation des ressources? Écoutez, ça me rappelle effectivement il y a quelque temps, lorsque le dernier budget du professeur Alpha Condé a été présenté, je suis venu dans vos studios quand on disait on va doubler les recettes en 2 ans. J'ai dit mais ils sont dérangés ou quoi? Parce que c'est de la folie. C'est pourquoi j'ai appelé de la sorcellerie. Tout simplement. Voilà, et la réalité nous a montré que malheureusement j'avais raison, parce qu'on ne peut pas le faire nulle part au monde d'ailleurs. C'est impossible simplement. Alors le budget qui est présenté, c'est vrai que c'est un budget conservateur, mais compter sur ce chiffre élevé des recettes intérieures dans une période d'accalmie paraît difficile à atteindre, c'est-à-dire 19 000 milliards. Hein. Nous avons globalement un budget de recettes de 26 000 milliards.
et de dépenses de 30 000 milliards, ce qui fait un déficit de 4 000 milliards. Avant même de s'intéresser au financement du déficit, il faut voir est-ce que les recettes sont réalistes, est-ce que les dépenses sont justifiées. Deux questions. Malheureusement, moi, je n'ai pas vu le budget, sauf ce matin d'ailleurs. Je n'ai pas eu la copie du budget. Mais je peux vous dire que c'est un budget conservateur. Ça, c'est déjà une bonne note. Parce qu'ils sont... Conservateur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas augmenté trop les recettes et les dépenses. Vous vous souvenez, c'est dans l'ordre, on est dans le même ordre depuis 2018. Pratiquement. Et pour reprendre le CNRD, je pense que le concept qu'ils utilisent là-bas pour distinguer leur budget des budgets précédents, c'est qu'ils disent que c'est le budget le plus sincère. Le plus sincère. C'est le concept qu'ils utilisent. Est-ce que vous entendez quelque chose par ça? Non, ça veut dire simplement qu'on n'a pas gonflé artificiellement les chiffres. Là, je suis d'accord avec eux parce que les chiffres ne sont pas gonflés artificiellement. Mais il y a une question qui reste quand même posée, les 4 000 milliards de financement. Le gap budgétaire. Voilà, le gap Comment budgétaire, peut-on le financer? Où est-ce qu'on va le trouver? C'est une question que nous vous posons. Non, parce que ce n'est pas clairement indiqué. On parle simplement d'emprunt du gouvernement. De quel emprunt il s'agit? Moi, je n'ai rien vu dans le bout de papier que j'ai reçu. C'est peut-être parce que moi, je n'ai pas la totalité des informations. Voilà, l'ordonnance qui a été Par quelle manière, publiée, en général, on finance un gap budgétaire? Écoutez, par quelle manière on finance le gap budgétaire, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand c'est à l'intérieur, ça peut être le financement de la Banque centrale, ce qui est interdit par les statuts de la BCRG, soit par les, ça c'est la planche à billets, soit par les bons du Trésor. Par le passé, bien que ce soit interdit, on l'a beaucoup fait, malheureusement, la planche à billets, soit par les bons du Trésor, les obligations publiques, etc. Ce qui revient à la même chose. Mais comme je l'ai dit, si vous vous souvenez une fois ici, j'ai dit les bons du Trésor en Guinée ne sont pas des véritables bons du Trésor parce que c'était des bons souscrits par les banques, au lieu que ce soit souscrit par les clients des banques, c'est-à-dire les ménages. Voilà, donc là aussi c'est une forme déguisée de financement monétaire. Bien. Donc là c'est un peu flou à mes yeux, comment on va faire le financement. Mais déjà le fait que le budget ne soit pas un budget expansionniste, ça c'est déjà une bonne chose. C'est pourquoi il parle de sincérité. Et quand le gouvernement, dans le même budget, parce qu'on a vu que le gouvernement décide, en tout cas veut faire mieux que le gouvernement précédent, notamment pour les secteurs sociaux de base, l'éducation, la santé, les infrastructures. Comment vous interprétez cette ambition? On parle d'ailleurs de budget d'investissement, beaucoup plus d'investissement. Oui, parce que dans les 26 000 milliards, j'ai vu qu'il y a 10 000 milliards d'investissement. Vous savez, en Guinée, il faut très peu pour qu'on puisse progresser dans l'investissement. Pourquoi? Parce que dans les budgets précédents, au temps du professeur Alpha Condé, nous avions des gros chiffres d'investissement, mais qui étaient purement et simplement partagés entre les gens dans le cadre de la corruption endémique qui avait miné le pays. Donc, il suffit de faire ce qui est dans le budget, ça va laisser de bonnes traces déjà. Voilà. Donc, on est arrivé à un niveau de corruption tel que rien ne pouvait plus se faire en Guinée. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ce financement des recettes, je dirais qu'il n'y aura pas de financement extérieur ou très très peu, premièrement. Donc il faut que les militaires se tournent vers le financement intérieur. Dans les rubriques des financements intérieurs, nous avons une dizaine ou une vingtaine de personnes qui ont sur les comptes privés des sommes faramineuses. Qu'il faut simplement aller les chercher et inculper ces personnes selon la loi guinéenne sur le blanchiment de l'argent. Lorsque, je l'ai dit, un fonctionnaire a dans un compte privé 30 milliards, 100 milliards, jusqu'à 1000 milliards. Jusqu'à près de 2000 milliards. Je pèse mes mots, 1000 milliards sur le compte privé d'un seul fonctionnaire. 100 millions de dollars. On n'a pas besoin d'audit encore une fois. C'est simplement interpeller ces personnes. Ne pas le faire, c'est trahir son pays. Vous savez, quand on me demande tout le temps sur le professeur Alpha Condé, c'est ce que je dis. Voilà un homme qui avait beaucoup d'énergie, qui était très dynamique. Malheureusement, qui dans les deux points sur lesquels on juge l'homme politique, a fait faillite. Sur le plan de la démocratie et sur le plan de la gestion économique. Mais vraiment, ce que je lui reproche sur le plan de la gestion économique, c'est d'avoir laissé développer une gangrène terrible
qu'on n'a jamais vu d'équivalent depuis l'indépendance de ce pays. C'est extraordinaire ce qui se passe. La corruption à grande échelle. À très grande échelle. Juste 2 chiffres. Akoumba est là, je peux lui donner tous les tableaux, il va le vérifier. Et chacun d'entre vous d'ailleurs va le faire. Bien. Les exportations des ressources minières de 2019 à 2020, je donne juste 2 chiffres pour ne pas embêter les gens. On est passé de 3,5 milliards de dollars d'exportation à 8 milliards de dollars d'exportation. Minière. C'est les chiffres du Fonds monétaire. 3 à 8. De 3,5 à 8. Ça veut dire que les exportations ont plus que doublé. N'est-ce pas? Oui. De 3,5 à 8 milliards. Prenez le dernier rapport du Fonds monétaire international au titre de l'article 4 et vous verrez tous ces chiffres. Je vous les montre tout de suite d'ailleurs. Et si vous voulez même, vous pouvez les montrer à l'écran. Bien. Pendant ce temps, l'argent payé au trésor est passé de 337 millions seulement à 329. Ça a baissé même. Non seulement c'est dérisoire, mais ça a baissé en 2020. Alors que les exportations ont doublé. Je n'ai jamais vu ça. C'est catastrophique. D'où une déperdition. Donc, ça veut dire qu'il y a une évasion fiscale dans le secteur minier à très très grande échelle. Alors qu'on aurait dû passer de 300 millions à 600 millions parce que... ça a plus que doublé. Ça a plus que doublé. Voilà. Au lieu de dépasser 600 millions, on est à 219 millions. Dommage. Ceteris paribus, toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que des gens ont pris les taxes minières de l'État en 2020 avec une gourmandise que je n'ai jamais vue. C'est-à-dire que l'État n'a même pas la moitié de ce qu'il aurait dû percevoir. Je n'ai jamais vu ça au monde, sauf au Zaïre. Donc voilà, ça c'est les chiffres, ça n'a rien de personnel, parce que malheureusement, nous les Africains, lorsqu'on dit quelque chose, au lieu de vérifier ce que l'on dit, on s'intéresse à la personne qui l'a dite. Et qu'en est-il des exonérations? C'est un défaut culturel. Des exonérations des sociétés minières. Même avec les exonérations, même si vous avez des exonérations, ce que je dis, c'est qu'on va au-delà des exonérations. Les exonérations, c'est pour dire vous ne payez pas tel montant, vous payez tel montant. D'accord? Mais ce que vous payez n'arrive pas au trésor. Ça veut dire qu'il y a des gens qui récupèrent les taxes avant le versement. Non seulement il y a des pertes en raison des exonérations, mais ce qui est payé n'arrive pas dans les caisses. C'est pour ça que le Fonds monétaire a toujours dit qu'il faut réduire le coulage financier dans le secteur minier. Alors, un pays comme la Guinée, tout le monde dit on est riche, on a des diamants, on a l'or, on a etc., etc. Si on dit que la Guinée ne récolte que 229 millions de dollars de l'ensemble du secteur minier, vous voyez ce que c'est que le désastre. Et ça explique pourquoi on devient de plus en plus pauvre. Ça explique pourquoi on est le 12e pays le plus pauvre au monde d'après le PNUD, IDH 2020. Extraordinaire. Donc ça s'explique aisément par la corruption. C'est vraiment le plus gros problème que nous avons dans ce pays. Est-il possible de récupérer ces quelques fonds aujourd'hui? Mais bien sûr, parce que ce sont ces fonds qui se retrouvent justement sur les comptes privés des fonctionnaires. Ouais. Donc vous pensez aujourd'hui qu'en les récupérant ces fonds qui sont détournés par les cadres de l'administration, ces fonds peuvent financer le gap budgétaire. Plus que le gap budgétaire. Parce qu'il y a près de 2000 milliards sur le compte d'un seul. Mais c'est extraordinaire. 2000 milliards. Oui, bien sûr. 200 millions de dollars. Moi, j'ai vu le tableau de la Saint-Yves. Attendez, ça c'est quoi? Bien sûr. Près de 2000 milliards. Comment on peut voir ça sur le compte d'un privé et que la personne n'est pas interpellée selon la loi guinéenne? Sur le blanchiment de l'argent. 64 millions de dollars sur le colonel. Pour moi, c'est le plus grand crime que l'on puisse faire à un pays. Et c'est l'une des raisons pourquoi. C'est l'une des raisons pourquoi, objectivement, je dis que le professeur Alpha Condé a fait beaucoup de mal à ce pays. Voilà un homme qui a de l'énergie, qui a de l'intelligence, qui nous a fait espérer, mais qui a mis en Guinée la corruption la plus grande que j'ai jamais vue d'équivalent dans toute l'Afrique de l'Ouest et qui a retardé ce pays. Si, militaire ou pas militaire, coup d'État ou pas coup d'État, si la Guinée n'arrête pas et ne sanctionne pas cette corruption endémique de l'administration, il n'y a aucun espoir. Pourquoi? Quand on a une corruption à grande échelle, on ne peut pas faire les investissements publics.
pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Quand c'est ça, les entreprises ne peuvent pas être créées. Et quand c'est ça, tous nos jeunes seront au chômage. Le chômage endémique des jeunes est directement lié à cette corruption massive qui ne permet même pas à l'État de travailler. Donc quand vous avez un pays qui délaisse l'État de tous les moyens. Voilà, si l'État ne peut pas travailler, eh bien ce pays, les jeunes seront toujours au chômage. Parce que c'est le cas et actuellement, docteur. Et nos enfants continueront à mourir dans la Méditerranée en train de chercher espoir en Europe et dans les autres pays. C'est une catastrophe pour la Guinée. Au lieu qu'on parle politique alors qu'on ne mange pas la politique, parlons de la réalité de la vie des gens. Et la vie des gens est malheureusement impactée le plus négativement possible par ça. Alors, on nous distrait avec la politique politicienne. Docteur Talibé, si vous permettez, quand le colonel Mamadi Doumbouya, parce que certainement face au rétrécissement des moyens de l'État, héritant d'une situation économique catastrophique, quand il décide de vendre des véhicules de l'État pour financer la construction d'infrastructures, la réhabilitation d'infrastructures scolaires ou au compte du ministère de l'enseignement technique, comment vous accueillez une telle décision? Mais c'est très bien. L'État ne peut pas vivre avec des... Voilà un État, excusez-moi, qui au lieu de faire des routes, achète des 4x4 pour les mauvaises routes. Voilà ce que fait la nation guinéenne. Au lieu d'avoir des bonnes routes, les dirigeants achètent des 4x4 pour rouler sur les mauvaises routes. Et le budget guinéen a un budget, le gouvernement guinéen a un budget de voitures l'un des plus élevés au monde. Il y a plus de 4x4 ici en Guinée qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Donc vendre ces 4x4, c'est une bonne chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut interpeller les fonctionnaires qui ont des montants faramineux sur leur compte parce que c'est justement ces recettes minières qui se retrouvent là. Est-ce qu'on va continuer comme ça, à nous amuser avec des problèmes politiques? À votre place hier, Lansana Kouyaté disait qu'il fallait laisser cette question à la justice. Oui, mais nous n'avons pas les mêmes perspectives, mon grand frère et moi. C'est parce que nous n'avons pas les mêmes formations. Moi, je connais très bien pourquoi on est pauvre. Pourquoi on ne pourra pas avancer. C'est ça mon métier. Bien. Et je vous parle là comme économiste, pas comme homme politique. C'est pourquoi je suis tout le temps révolté. Je suis venu à la politique parce que je suis révolté sur les pratiques économiques désastreuses de ce pays. Très bien. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, le chef suprême de la grande table. Comme on l'aime, franchement. Comme c'est la grande table, on va inviter notre prof devant le tableau. Bien. Alors, docteur, on compte mettre en place un budget, comme vous l'avez dit, un budget qui ne soit pas très expansif, un budget dépensier, mais à une période où, c'est que vous n'allez pas accepter l'expression, mais je l'utilise, à une période où la subvention à travers la réduction des taxes des produits pétroliers est passée à 450 milliards de francs guinéens par mois. Je rappelle que 450 milliards de francs guinéens par mois, selon des sources que j'ai consultées. Et je rappelle que la dernière année de la gestion d'Alpha Condé, c'était seulement durant toute l'année une subvention de 706 milliards de francs guinéens. Ouais. Donc on met un budget à un moment où on est capable de perdre 450 milliards de francs guinéens par mois. La réduction des recettes sur le carburant, il faut le dire, c'est pas la subvention. Notre enquête là-dessus à venir. Oui, à venir. Ouais. Mais il y a aussi le fait que le gouvernement compte mettre en place un budget qui ne soit pas expansif, mais je vais vous surprendre. Ce gouvernement, à l'allure actuelle, son émission de lettres de garantie risque de surplomber l'impact Alpha Condé. Je vous le parie. J'ai visité des choses que je présenterai ici plus tard. Ouais. Des lettres de garantie. Je suis en train de rechercher les motifs de ces lettres de garantie-là. Mais des centaines et des centaines de milliards. Ah bon? Oui. Ce que je vous dis, je suis ferme là-dessus. Ouais. Alors, si c'est le cas, on aura de mauvaises surprises. Oui, bientôt. C'est pour ça que je dis que je vais vous surprendre. Pour revenir sur le Fonds monétaire international, vous avez raison, parce que depuis le mois de juin 2021, le Fonds monétaire international a recommandé à la Guinée de renforcer sa capacité de mobilisation des ressources dans le secteur minier. Ouais. Et des interlocuteurs au niveau des institutions financières internationales
m'ont fait comprendre qu'ils ont été surpris d'apprendre du colonel Mamadi Doumbouya qui respecte les conventions et qui les maintiennent. Ils auraient accepté s'ils disaient je respecte les conventions mais je vais les évaluer sur leur mise en œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous, la catégorie des doyens, l'élite guinéenne, vous ne devriez pas faire violence sur vous pour conseiller le colonel? C'est une très bonne question parce que moi-même j'apprends des choses que je ne savais pas du tout. Par exemple, l'histoire de l'aide de garantie, je n'avais aucune idée. Mais je vais vous raconter la petite histoire de l'aide de garantie au temps d'Alpha Condé. C'est avec la technique de l'aide de garantie, qui n'était pas en réalité des aides de garantie, c'est donner de l'argent aux gens en mettant sur le papier l'aide de garantie, qui ont permis de décaisser 65 millions au profit de Bomaf et qui ont permis aussi de décaisser 120 autres millions au profit du même Ebomaf, 185 millions pour la construction de la route Kankan-Kissidou. On n'a même pas 1 kilomètre de route de goudronner. C'est ça. C'est-à-dire que il a aussi perçu beaucoup, permettez-moi, sous un projet dénommé Construction des routes communautaires en Haute-Guinée. Voilà. Il n'y a même pas eu de route communautaire. Donc c'était une manière déguisée de sortir purement et simplement de l'argent. Alors on appelle l'aide de garantie alors que ce ne sont pas des lettres de garantie, parce qu'une lettre de garantie, on vous donne la lettre de garantie pour que si vous finissez d'exécuter le projet, en cas de défaillance du débiteur, donc de l'État, voilà, de l'État, une banque, que vous présentez ça pour vous faire payer de force. C'est ça une lettre de garantie. Mais en réalité, on leur donne une lettre de garantie et on prend soin d'écrire dans la lettre payer à première vue, sans que ce soit même lié à l'objet de la lettre. C'est un ordre de paiement. Voilà, c'est un ordre de paiement et on met lettre de garantie. En fait, ce n'est pas des lettres de garantie, c'est des lettres de transfert d'argent. Et si vous me dites qu'on commence à faire ça à la Banque centrale aujourd'hui, c'est très très inquiétant. Bien. Voilà, et c'est très grave. Alors, deuxième question. Un grand lot. Deuxième question, vous me parlez du respect des conventions. Quand le colonel dit qu'il respecte les conventions minières, là, moi, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que d'abord, ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on appelle le contrôle fiscal sur la base des conventions qui existent. Ça, c'est la première étape. Tu n'as même pas fait le contrôle fiscal sur la base des conventions qui existent pour savoir si l'argent qui devait rentrer est rentré. Tu vas t'attaquer à des conventions. Allons par étapes. Commençons d'abord par se mettre l'état des lieux. Voilà, sur ce que les entreprises doivent payer. Est-ce qu'elles ont payé? Est-ce que c'est arrivé au trésor? Deux questions différentes. Tout à fait. Elles peuvent payer sans que ça n'arrive au trésor. Et moi, sans rien voir, sans voir aucun document, en tant qu'économiste, quand je vois les exportations qui doublent et les taxes qui baissent, je peux vous dire, sans aucun risque de me tromper, toute chose égale par ailleurs, que les gens ont pris l'argent des impôts, des taxes et impôts du secteur minier. Je peux l'affirmer, ma main dans le feu, sans voir aucun détail, juste avec les chiffres, les tendances des chiffres. Alors, allons voir ça d'abord. Faisons un premier contrôle fiscal sur la base de la convention qui existe. Est-ce que vous avez payé ce que vous deviez payer? Est-ce que c'est arrivé au trésor? Deux questions différentes. Une fois qu'on a fait ce contrôle fiscal, plus tard, on pourra voir les conventions. Vous savez, c'est très difficile. Le monde minier est un monde très puissant. Avant de vous attaquer à des conventions, assurez-vous que vous avez raison. Prenez le temps d'évaluer ces conventions. Là, je suis d'accord avec vous. On doit faire l'évaluation d'ailleurs de ces conventions. Mais avant l'évaluation, faisons un simple contrôle fiscal. Le simple contrôle fiscal, on le fait dans tous les pays du monde. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé déjà avec, peut-être qu'Akumba peut appuyer ou pas, avec la SMB, ce contrôle fiscal dont on a entendu parler à un moment donné? Je ne sais pas s'ils ont déjà arrêté, mais vous voulez dire qu'au-delà de la SMB, ils doivent élargir cela à d'autres sociétés minières, à la foultitude de sociétés minières que nous avons. Bien sûr. Ça doit s'étendre à toutes les sociétés. Bien sûr. Peut-être un mot sur le franc guinéen qui s'apprécie d'une manière ou d'une autre face aux devises étrangères. À quoi cela peut être dû? À mon avis, c'est d'abord dû au coulage financier. Vous savez, à un moment donné, la corruption était tellement endémique. Vous-même, vous voyez les comptes privés des gens.
qui ont 100 millions de dollars, par exemple, ou 200 millions de dollars. Où il a eu ces 200 millions, c'est en allant sur le marché d'échange, qui est un marché restreint ici, autour de Madina. Donc, quand la demande est très forte, le dollar s'apprécie à cause de cet argent de la corruption, indépendamment des valeurs fondamentales de l'économie. Vous comprenez? C'est ce qui arrive au franc guinéen. Donc, ça coule le franc guinéen. Parce qu'on sort des sommes astronomiques de la Banque centrale. Le simple fait d'arrêter ça, donc ça veut dire que la demande de devises est faible, sans compter le ralentissement des importations. L'un dans l'autre, le franc guinéen va s'apprécier. Très bien. Par contre, même quand le franc guinéen s'apprécie, la valeur des devises baisse, on voit que sur le marché, les prix ne baissent pas. Et c'est une très bonne question, franchement. Les populations, effectivement, très bonne question. Interpellent là-dessus. Les prix ne baissent pas parce que... Comment ça s'explique? Parce qu'en économie, on dit que les prix sont visqueux à la baisse. C'est-à-dire que quand un prix monte, c'est très difficile qu'il baisse, même si les coûts baissent. D'accord? Et le commerçant va prendre ça comme une marge additionnelle. C'est tout. Les prix sont toujours résistants à la baisse. Par contre, l'utilité, c'est que ça empêche la hausse des prix pour les mois à venir. D'accord? Les prix vont rester stables. Et si les prix restent stables, le taux d'inflation va baisser. Donc c'est un très bon signal pour nous. L'État pouvait jouer un rôle par rapport à ces prix. Donc c'était le volet économique de cette interview. FIM FM, saison 2, saison Anaconda en janvier 2022. On étirera Mirador jusqu'au samedi. Mirador du lundi au samedi dès la semaine du 17 janvier. Mirador, la plus haute estrade de l'investigation journalistique, les samedis également. 8h-11h, à suivre sur 95.3 et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. FIM FM. Mirador, la confiance dans les voix. Le sérieux dans les enquêtes, des grilles de lecture variées et la profondeur dans les analyses, notre différentiel concurrentiel. Mirador, ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Quelques réactions de nos auditeurs en 2 minutes chrono avant donc de lancer le chapitre politique de cette interview. Mamadi Djoubate Djeloukouma, le responsable financier de FIM FM. Bonjour Mirador, Titi, dites à M. Ousmane Kaba que je m'incline face à ses connaissances dans le domaine de l'économie. À chacun de ses passages dans Mirador, je prends des cours en économie. Il m'épate, c'est Djeloukouma donc qui nous envoie ce message. Et cette question, quel est l'avis du Dr Ousmane Kaba sur le secteur pétrolier? Donc je pense que la question avait déjà été posée par Akumba Diallo. Bon, M. Ousmane Kaba nous disait être venu en politique par accident. Aujourd'hui, il dit et c'est parce qu'il est révolté par des pratiques de la corruption qu'il est... donc qui est-ce qu'il est réellement? C'est Boubacar Kenyoko qui lui pose la question. On continue avec cet autre Salut FIM FM. Mais je comprends pas. Allez, on y va avec Mamadi Original. Bonjour les soldats. Dr Ousmane Kaba n'est comparable à aucun leader politique guinéen par sa cohérence et ses prises de position. C'est pourquoi, si les Guinéens veulent une Guinée développée, le seul choix doit être celui qui a formé 20 000 jeunes et employé 600 Guinéens depuis plus de 20 ans en Guinée. Avec DOK, le développement économique sera sans égal en Afrique par Original. Allez, cet autre Abou Poutine, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de relever le niveau des débats Mirador au respect des auditeurs. Nous estimons que vous êtes des journalistes professionnels, mais si vous parlez comme nous les militants, c'est vraiment dégoûtant. C'est son point de vue. Abou Poutine, Banco, Excellence Konaté. Bonjour Titi à toute l'équipe et bonjour à votre invité du jour. Malgré notre divergence d'opinion, j'admire beaucoup votre franc-parler. Alors, docteur, quel est votre rapport avec le FMI
FNDC. Il pose la question, votre avis sur le porte-parole du CDD, quel vous inspire le départ du PRAC pour ses soins médicaux? Des questions à venir forcément pour notre invité. Voilà, je me fais le devoir de prendre sa réaction. Moussa Kouroudou, bonjour mon grand Titi, vraiment tu es incontournable. Je salue votre invité, Dr Ousmane Kaba, un économiste chevronné. Je demande au peuple de Guinée d'accompagner le parti PADES jusqu'à Sérotroya. Deux dernières réactions sur la toile avant de réenclencher cette interview. Mouktar Demba Diallo, bonjour Mirador à toute l'équipe. Demandez aussi à votre invité s'il reconnaît toujours les résultats des élections présidentielles de 2020, puisqu'il est très à l'aise dans les critiques de la situation politique, sociale et financière de la Guinée. C'est un reproche quand même qui revient vis-à-vis du Dr Ousmane Kaba. C'est peut-être l'occasion de lui poser la question, parce qu'il était l'un des leaders politiques présents à l'investiture d'Alpha Condé. Bonjour à Bakar et à tes collègues. Je vous suggère de recruter M. Kaba pour nous aider à mieux comprendre les dossiers d'enquête de la grande bibliothèque Akoumba Diallo, car Akoumba, propriétaire du dossier, et Dr Ousmane Kaba, pédagogue par excellence, feront un très bon couple dans Mirador. Ne pas les moindres payer, franchement. Allez, la suite. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. Peut-être des réponses devenant de vous par rapport aux certaines questions que vous avez notées de nos auditeurs. Votre réaction, votre rapport avec le FNDC. Il y en a cet autre Mouktar Dembaï qui vous demande, est-ce que vous, avec le recul, vous dites que vous n'avez pas bien fait de reconnaître les résultats de la présidentielle 2020? D'accord, je crois que c'est une très bonne question. Bien. La plupart des personnes n'écoutent pas quand on parle. Et moi, on ne peut pas me donner des leçons de résistance puisque j'ai été l'un des plus grands résistants au professeur Alpha Condé. Bien. Et étant entendu ce que j'ai subi même de la part de ma communauté, donc je ne peux pas accepter que nous qui avons été dans le FNDC, on a été ici avec des bombes lacrymogènes, que des gens qui n'ont même pas participé à ce combat se permettent de donner des leçons. Deuxièmement, j'ai participé aux élections présidentielles, comme Selou d'ailleurs. Beaucoup de gens m'avaient beaucoup critiqué et quand Selou est venu, ils ont éteint leurs critiques, ce qui prouve la partialité des gens. J'ai bien fait de reconnaître le pouvoir d'Alpha Condé et je le revendique parce que si je ne l'avais pas fait, on était en guerre civile. Docteur, à l'époque, sincèrement. Mais bien sûr, à l'époque, vous vous souvenez, la Guinée était divisée en deux. Il y avait le feu partout dans la ville de Conakry. Personne ne pouvait même circuler. Il fallait qu'on mette fin à la tension. Donc, ça veut dire que donc, c'est... attendez. Ouais, allez-y. Attendez. Ouais. Les gens font des choses qui ne tiennent pas compte du contexte de l'époque. C'était le choix. Ou alors, on allait en guerre civile, ou alors, on laissait le professeur Alpha Condé qui avait arraché injustement, mais qui était avec les forces de défense et de sécurité, et la Guinée était au bord de la guerre. C'est la raison pour laquelle moi j'ai reconnu, et je l'ai dit, je le reconnais, son pouvoir, non pas parce qu'il a gagné selon mes voeux, parce que moi-même on m'a triché, plus que tout le monde, mais parce que c'était nécessaire pour apaiser le pays. On ne serait même pas aujourd'hui en train de parler si la Guinée était en guerre civile. Voilà pourquoi je l'ai fait. Très bien. Et j'assume ce que j'ai fait. Vous ne le regrettez pas? Pas du tout. Parce que j'ai éteint le feu en Guinée à l'époque. Très bien. Voilà, replacez-vous dans le contexte. Très bien. Très bien. On va aborder à présent les questions politiques d'actualité. La question politique d'actualité, après le FPP et le CPP, vous aussi vous créez le FPP. Comment en est-on arrivé à la formation, à la création de ce FPP? Et je vais m'engouffrer dans une brèche que vous avez ouverte. Des proches évidemment de Selou Dalein Diallo estiment que vous le détestez. D'accord. Je pense que c'est une très bonne question parce que malheureusement en Guinée, il y a tellement de procès d'intention qu'il y a tellement de vacarme qu'on n'a même pas le temps de parler parce que les gens sont d'une passion incroyable. Et vous allez nous dire tout ce qui s'est passé attendez, à une réunion. Mais notamment, c'est important parce qu'il y a eu contradiction, différentes versions entre vous et Dr Fodé Oussoufou-Fofana. Qu'auriez-vous dit à une rencontre du CPP concernant Selou Dalein? J'ai bien compris. Bien, allez-y. J'ai bien compris. Je voudrais simplement que l'on s'éloigne de la passion et qu'on s'écoute les uns les autres. Très bien. Voilà. Quand on le fait, on a la possibilité de comprendre le débat. Voilà. Que s'est-il passé? D'abord, pour comprendre, il faut qu'on sache pourquoi on a créé le CPP.
C'est moi qui ai donné le sigle du CPP, collectif des partis politiques. On a eu l'ambition de regrouper tous les partis guinéens. Quand tu regroupes tous les partis d'un pays, ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une alliance. On n'est même pas dans une coalition politique. Le vrai mot, c'est le forum. On est dans un forum. Pourquoi? On a dit, il y a 5 thèmes sur lesquels, vis-à-vis de la transition, la classe politique doit se prononcer. Ces thèmes, c'est la constitution, l'organe de gestion des élections, le code électoral, la durée de la transition et le fichier électoral. Voilà les 5 thèmes. À la limite, il s'agit d'une conférence, c'est un forum. Bon. Ceci dit, on a dit ceci. Puisqu'il s'agit de ça, ça nous permet de regrouper tout le monde. On ne va pas mettre de structure. On ne veut pas de présidence. On ne veut pas de vice-présidence. On ne veut pas de porte-parole. Parce que c'est une organisation informelle. Pour éviter la rivalité entre les partis. Et d'ailleurs, on l'a mis en pratique. Qu'est-ce qu'on a fait? La première réunion qui a été faite chez Mamadou Sylla et l'ANAD, on a dit, si on fait la réunion chez vous, vous assurez la présidence et le porte-parole là. Ensuite, on est allé à l'ANAD, M. Selou Dalen a assuré et la présidence et le porte-parole là. Ensuite, on est venu chez nous au PADES et COPED. Moi, j'ai assuré la présidence et le porte-parole là. Ça marchait très bien. Après, les gens ont dit non, il nous faut un porte-parole permanent en la personne de M. Selou Dalen Diallo. Les gens qui? L'ANAD ou quoi? L'ANAD. C'est l'ANAD qui a fait la proposition. Appuyé par la CORED. Appuyé par la CORED. Ouais. Mais la CORED ne peut pas parler au nom de l'ANAD. Tout ça, c'est de la démagogie. Alors, moi j'ai dit, on n'acceptera pas. Pourquoi? Parce que si un grand parti devient porte-parole, un grand parti, quel que ce soit l'UFDG, que ce soit l'UFR, que ce soit PDN, ou le PADES, etc. Ouais. Lorsqu'un grand parti devient porte-parole, ça donne l'illusion que tout le monde suit ce parti. Donc j'ai dit à M. Dalen, vous êtes un grand parti, on ne peut pas accepter que vous soyez le porte-parole. C'est tout à fait logique parce que nous sommes concurrents juste après la transition. Mettre quelqu'un porte-parole, c'est lui donner un avantage dans l'apparition publique. Et ça donne l'illusion aux gens que tout le monde le suit. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse du cadeau à quelqu'un? On ne le fera ni pour lui, ni pour M. Sidia, ni pour M. Ni pour vous-même. Ouais. Ni pour moi-même. Ouais. On a dit, dans ce cas-là, prenons un parti qui est nouveau. En ce moment-là, puisqu'il disait, Selou, porte-parole, Mme Makale Traoré, vice-porte-parole, je dis, bon, maintenant, Mme Makale Traoré, d'abord, elle est équilibrée, c'est une femme, ça résout le problème de genre. Elle est tout à fait qualifiée de faire le porte-parole là pour l'ensemble de la classe politique. Comme ça, il n'y a pas d'avantage à un parti ou à un autre. Ça, c'est vraiment simple. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et ça n'a rien de stigmatisant ou quoi que ce soit. Donc après, ils n'ont pas accepté. Donc après, si vous permettez, on a eu la même chose. Le président Sylla a donné l'exemple. Il y a un peu plus de 10 ans, ils ont eu exactement le même problème. Quand ils se sont regroupés, ils n'ont pas accepté que ce soit Sylla, ni Ba Mamadou, ni Alpha Condé. Ils sont allés chercher celui qui avait un parti qui n'était pas très grand à l'époque, Jean-Marie Doré. Donc c'est tout à fait logique. Je ne sais pas maintenant, il y a eu des cris. Et on dit vous attaquez à la personne, comme on sait le faire en Guinée. Chaque fois pour noyer le débat, on vous renvoie sur des terrains où vous n'êtes pas. Oh non, vous attaquez à la personne de Dalen. Qu'est-ce que moi j'ai contre Dalen? C'est un ami à moi. On a fait beaucoup de choses ensemble. Je ne le déteste pas du tout, au contraire. On a de très bons rapports. Mais nous sommes quand même des adversaires politiques juste après la transition. Et le CPP a été créé pour disparaître juste après la transition. C'est-à-dire que quand on aura fini avec les 5 thèmes qui sont des recommandations, ça doit disparaître. C'est circonstanciel. Voilà, c'est une organisation informelle qu'on ne veut pas structurer. Alors, ils ont insisté. On a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et finalement, ils sont venus dire, ou vous acceptez ça, ou nous on s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Donc comme une imposition. Oui, voilà. C'était avec une telle violence, vous avez écouté dans les radios, tout le monde raconte sa vie n'importe comment. Personne ne vous écoute d'ailleurs. Alors, ils sont allés se retrouver, ils l'ont mis porte-parole de leur CPP. Et je vous dis que nous, on n'a même pas été conviés à la réunion. Wow.
Oui, on n'a même pas été conviés. Pourtant, vous étiez parmi les initiateurs. Mais c'est moi qui devais convoquer la réunion puisque j'étais le dernier président. Ouais. Et j'avais demandé quand est-ce qu'on fait la réunion. Il n'y avait personne qui était volontaire. On a dit, bon, on verra plus tard. On devait faire des consultations pour le faire. Ouais. Donc, ils sont Et Sidia même avait dit qu'il y avait une dernière concertation. Voilà, exactement. Tout à fait. Quand Sidia était à votre notre plateau, ici, un homme que j'aime beaucoup écouter parce qu'il a beaucoup de bon sens et un bon économiste. Ouais. Donc, quand ça s'est passé comme ça, et voilà, ils ont mis leur CPP, ils ont mis M. Selou Dalen porte-parole. Les restes qui n'étaient pas conviés à la réunion, on s'est retrouvés le lendemain chez M. Sidia, parce que c'est lui qui était chargé de la médiation. On a dit, bon, écoutez, c'est déjà accompli parce que c'est eux qui ont voulu quitter. Mais pour ne pas faire de confusion, puisqu'ils utilisent le mot CPP, prenons un autre sigle. Alors moi j'ai dit, appelons cette fois-ci forum pour que tout le monde sache que c'est un forum. Ouais. Ce n'est pas une organisation structurée. C'est pour ça qu'on l'a appelé Forum des partis politiques. Même si la différence FPP. n'est pas grande. CPP, FPP. C'est la même chose. Mais comme les gens ne comprenaient pas ce que c'est que ce collectif, alors qu'en réalité c'est un forum, cette fois-ci on ne s'est pas trompé de nom, on l'a appelé Forum des partis politiques. Pour bien dire qu'on ne veut pas de structure. Pour bien dire qu'on ne va pas ensemble dans une direction quelconque. Mais simplement, on fait des recommandations pour le CNRD. C'est tout. Donc, quand c'est une organisation comme ça, on ne peut pas prendre ni de président, ni de porte-parole, etc., etc. Ça n'a même pas de sens. Bien. Alors, Donc, quand on fait on va une essayer réunion, d'avancer, ouais. celui qui est là, il parle. Donc, hier, on s'est retrouvé avec le CPR. On avait même 8 coalitions. 8 coalitions. On avait le CPR de Faya, on avait FNDC politique de M. Sidia Touré et de M. Kouyaté et du jeune bas du modèle. Lansana Kouyaté estime que le PDN estime qu'ils n'en font pas partie. Bien. Bien. Mais simplement, je dis, leur coalition était là. La branche politique du FNDC. On a même fait la réunion là-bas. C'est eux qui ont assuré la présidence. C'est la raison pour laquelle M. Aliou a été porte-parole. Très bien. Notre réunion d'hier. Ouais. Parce que ça s'est fait dans le cadre de leur coalition. Ouais. Et la prochaine fois, ce sera au CPR. C'est Dr Faya. Dr Faya qui va être porte-parole et qui va présider. C'est très simple. Donc il y a UCOPED, il y a Alliance démocratique, il y a Coalition CPA, il y a l'APAV, il y a COPAM de Bouna, et puis il y a GDE Codeg de M. Abouakar Souma, qui était dans leur coalition et qui n'a pas justement accepté ça, et qui est venu hier au niveau de FPP, le Forum des partis politiques. Très bien. Donc tu as ici 8, si on parle de majorité, la majorité elle est là. En fait, il y a beaucoup plus de monde ici, beaucoup plus de coalitions que chez eux. Ce que je vais dire pour terminer, ce que je vais dire, ne voyez pas ça en termes d'opposition. Et ce n'est même pas une mauvaise chose qu'il y ait 2 coalitions. Au Mali, il y en a 5. On peut avoir 2 coalitions, 3 coalitions, 4 coalitions. Tout à fait normal. Donc, on n'est pas là en opposition, ni avec M. Dalen, ni avec le CPP. Nous, on a fait FPP, mais ça va dans le même sens. On était d'accord sur les mêmes thèmes. Très bien. On va faire des propositions sur ces thèmes. Et pourquoi pas, on pourrait bien se rencontrer pour harmoniser avant de donner au CNRD. Bien. Donc, vous voyez ça plutôt en marche normale de la démocratie, mais pas en termes d'opposition à qui que ce soit. Bien, il nous reste 6 minutes. En 6 minutes, avant de clore cette interview, on va aller vite. Les auditeurs aimeraient bien vous entendre vous prononcer sur le départ d'Alpha Condé, l'ex-président pour Abu Dhabi, pour ses soins. Deuxièmement, justement sur les 5 thématiques qui sont au cœur de vos discussions, quel est votre regard sur la Constitution, sur l'organisation des élections confiée à une structure qui est rattachée au MATD, etc. etc. D'abord sur Alpha Condé. Bon, sur le professeur Alpha Condé. Très bien. Le fait qu'il soit autorisé à aller se soigner, personnellement, je trouve normal. C'est un vieil homme d'un certain âge qui est fatigué, qui est malade. Sur le plan humanitaire, je pense que ça, c'est une bonne chose. Vous avez vu ces images hier J'ai vu les images, je trouve que c'est pathétique et que ça résume le parcours d'un homme qui avait soulevé de grands espoirs, qui malheureusement a échoué sur les 2 sujets principaux de la Guinée.
le sujet de la démocratie et de l'unité nationale et le sujet du développement économique. Sur le sujet de la démocratie et de l'unité nationale, malheureusement, il a mis à mal cette unité nationale en s'attaquant d'abord, premièrement, même à l'ethnie malinké qu'il a insulté devant tout le monde ici, et qui a beaucoup divisé les Guinéens avec les autres aussi. Donc, sur ce plan-là, il n'a pas apporté le ciment qu'on espérait qu'il serait. Ouais. Il a fait trop de politique pour gagner à tout prix. Sur le plan économique, il a fait certaines bonnes choses. Les gros barrages qu'il a construits, c'est un bon héritage, ça, qu'il ne faut pas nier. Ouais. Mais les autres aspects, notamment les autres infrastructures que sont les routes, les hôpitaux, etc., les écoles. Ouais. Voilà, et même l'électricité, malgré ces gros barrages, la Haute-Guinée n'a rien eu comme barrage électrique, ni la forêt, que j'ai toujours dénoncé, parce qu'il y a une mauvaise répartition sur le territoire national. Ouais. À part ça, c'était très difficile. Et le plus grand mal qu'il a fait, c'est de soustraire les ressources minières et de partager avec des fonctionnaires véreux qui empêchent aujourd'hui le décollage économique de la Guinée et qui ont fait régresser la Guinée et classer la Guinée parmi les 12 pays les plus pauvres. Il avait un potentiel énorme. C'est un homme intelligent, qui est vigoureux, qui s'est battu pour la démocratie. Nous aurions pu hériter de cet espoir, mais malheureusement, il a été l'homme des espoirs déçus à cause de ces deux échecs, et sur le plan politique et sur le plan économique, malgré certains actifs quand même qui sont à reconnaître, qui ont été bien faits. Bien, la Constitution, faut-il toiletter, amender la Constitution de 2010 pour aller vite et que pensez-vous du fait que les élections seront organisées par une structure rattachée au MATD? En 3 minutes. D'abord, sur le plan de la Constitution, c'est vrai que nous avions une très bonne Constitution en 2010. Ce qui prouve d'ailleurs, je m'insulte souvent contre ce qu'Obama a dit, les structures, même si elles sont bonnes, si les personnes ne veulent pas, ça ne marche pas. Et malgré que la Constitution était en béton pour nous préserver justement du 3e mandat, tout le monde a vu qu'on est passé en force pour faire le 3e mandat. Je pense que si on veut aller vite, pourquoi pas, moi je ne suis pas contre le fait de prendre la Constitution de 2010, mais il faut la remettre au goût du jour. Il y a des juristes constitutionnalistes qui sont très qualifiés ici en Guinée. Je crois qu'ils peuvent faire de très bonnes choses dans le cadre du CNT et nous le présenter. Ouais. On verra. Pas besoin d'écrire une nouvelle Constitution, pas forcément. Mais c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. On l'amende. Voilà. Quand tu amendes l'ancienne constitution, c'est comme si tu as écrit une nouvelle constitution. Il n'y a pas de différence. Bon. Des élections possiblement organisées par le MATD. Ah, là c'est une question beaucoup plus substantielle qui va certainement beaucoup diviser la classe politique. Je vais vous dire mon sentiment, franchement, comme d'habitude. Je n'ai aucun regret pour la disparition de la CENI. La CENI a été l'organe le plus pourri de toutes les organisations guinéennes. J'ai vécu dans ma chair en 2020 les tricheries qui ont concerné le PADES, jusqu'à jeter les bulletins de vote qui étaient favorables au PADES dans la brousse. À l'époque, j'ai dit voilà la tricherie en direct. La CENI a été réellement quelque chose de pourri. Alors, ce qui est mauvais avec ça, c'est que le pouvoir s'en lavait les mains pour dire c'est pas nous, c'est la CENI. Donc, le gouvernement était déresponsabilisé, alors que c'était aux ordres du gouvernement et aux ordres du professeur Alpha Condé. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pleurent la disparition de la CENI. Alors, si c'est fait par le MATD, au moins la responsabilité est située. Et il ne faut pas oublier que c'est un gouvernement qui ne prend pas parti, qui n'est pas candidat, à la différence des autres gouvernements. Donc, ça me paraît beaucoup plus rationnel. Maintenant, il faut rassurer la classe politique, évidemment. Tout le monde connaît l'histoire des fonctionnaires en Guinée. Il faut qu'on se mette ensemble pour voir comment on peut garantir l'impartialité, même si c'est fait par le MATD. Très bien. Donc, je ne suis pas celui qui va pleurnicher sur le cadavre de la CENI. Très bien. Voilà. C'était Dr Ousmane Kaba, président du PADES. On arrive donc au terme de cette émission, de cette interview. Grand merci à vous, monsieur le président du PADES. Merci d'être passé de nouveau sur ce plateau. Et on a été très, très honorés, encore une fois, de votre brillante intervention. Merci à tous les 6. Grand merci à l'équipe, à nos équipes en régie et à la transmission. Grand merci également à vous tous qui nous avez suivis un peu partout à travers le monde.
monde via nos canaux digitaux. Nous donc rendons l'antenne. Derrière nous, c'est l'émission, donc le débat en langue soso, d'intégrer avec Ousmane Bangoura et toute son équipe. Merci de l'attention. On remet tout ceci demain quand il sera 8h avec pour invité Prestige, monsieur Alouba, président du parti Modèle. Au revoir, portez-vous bien. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.